Le ministre Essi Amara nous a quittés dans la nuit du 7 avril 2025. Son nom parle à chaque Ivoirien et pour cause. Il était un grand serviteur de l'État et un proche du président Félix Houphouët-Boigny. Sa carrière de diplomate est magistrale. Représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU, à Genève d'abord, puis à New York, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire à partir de 1990, il a été le premier Africain à présider l'Assemblée générale de l'ONU. Il a également été secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine et le premier président de l'Union africaine. Son savoir-faire professionnel et son humanité sont universellement reconnus. Et les hommages à cet homme qui a honoré son pays et son continent viendront du monde entier. Il fut également un homme des missions discrètes, diligenté par le président Houphouët-Boigny, notamment lors de conflits qui ont ravagé certains pays africains ou lors de négociations secrètes autour du conflit israélo-palestinien ou de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Cette info a décidé de lui rendre un hommage amplement mérité. J'ai eu la chance d'être reçu par ce grand homme en juillet 2020 à son domicile. Il m'avait accordé un grand entretien que nous rediffusons aujourd'hui. Cette interview a une valeur patrimoniale, tant la mémoire vivante de l'ancien ministre ravive la fierté et les souvenirs de tous les Ivoiriens. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de me trouver en compagnie de Monsieur Essi Amara. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Évidemment, tous les Ivoiriens vous connaissent, ou en tout cas, pour les plus jeunes d'entre eux, connaissent votre nom. Vous êtes un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, une grande figure de la vie publique, un très proche collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny. Vous avez mené une très brillante carrière diplomatique à ses côtés. Vous avez tout vu de la politique du président Félix Houphouët-Boigny. Vous en connaissez toutes les ambitions et tous les arcanes, que ce soit sur le plan international ou sur le plan intérieur. Et vous avez fortement marqué de votre empreinte la politique étrangère de la Côte d'Ivoire. 30 ans de carrière, durant laquelle vous avez côtoyé les grands de ce monde. Vous avez participé à pas moins de 25 sommets internationaux en présence de chefs d'État. Vous l'avez fait comme ambassadeur ou comme ministre des Affaires étrangères. 30 années durant lesquelles vous avez agi également comme émissaire, souvent discret, du président Félix Houphouët-Boigny dans la résolution ou dans les tentatives de résolution de nombreux conflits en Afrique et dans le monde. Jeune diplomate au Brésil, à partir de 1971, vous avez représenté ensuite la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU à Genève, puis au siège de l'ONU à New York. Vous avez présidé le groupe des 77, vous avez présidé le Conseil de sécurité et un peu plus tard, l'Assemblée générale de l'ONU. Vous avez été secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine et le premier président intérimaire de l'Union africaine. Et ceci n'est qu'un résumé de votre formidable parcours. Je suis chez vous. Je peux témoigner que vos bureaux, les couloirs qui y mènent, votre salon regorge de souvenirs, de photos, d'objets, de livres qui attestent de l'exceptionnelle richesse de votre parcours public. Dans ce parcours assez unique, monsieur le ministre, que je viens de brosser très rapidement, quelle est la fonction que vous avez préféré occuper et où vous vous êtes senti peut-être le plus heureux? Merci bien. Effectivement, j'ai eu une carrière formidable, je pourrais le dire, parce qu'en définitive, je n'étais pas prédisposé à une carrière de diplomate. Quand j'ai fait ma licence, tous mes collègues à l'époque voulaient être administrateurs ou bien aller dans la carrière judiciaire. Et la diplomatie, pour moi, c'était très loin, c'était réservé à une élite. Donc, je n'ai jamais pensé à diplomate. Mais le hasard de la vie a fait que je me suis dit, bon, je vais faire une carrière dans ce domaine. Voilà comment je suis parti à la diplomatie. Quelle est la fonction que vous avez préférée dans tout ce parcours?
celle que vous avez aimé occuper? Ben écoutez, c'est quand j'étais pas ambassadeur, quand j'étais au Brésil. J'étais au Brésil, À cette époque-là, vous n'étiez que premier conseiller. premier conseiller, je suis arrivé au Brésil, c'est mon premier poste. Bon, j'ai découvert le Brésil avec enthousiasme. Il y avait eu la Coupe du Monde de 58, Pelé. On avait tous vibré, donc, et puis il y avait la samba, le carnaval que j'avais vu dans les revues. Donc, Ah, vous avez aimé la samba. bien sûr, j'étais jeune à l'époque. Arrivé au Brésil, c'était formidable, les plages, le football. Le Brésil, c'est un pays, on ne voit pas les jours passer. Il y a toujours des événements. Et tout le reste, vous avez eu tellement de problèmes à gérer que c'est une autre affaire, c'est une autre Oui, bon, histoire. là, Il y c'était avait une vraiment. légèreté. Oui, c'était bon. Mais disons que j'ai beaucoup appris parce que je connais quand même les 26 États du Brésil. J'ai découvert le Brésil du nord au sud. Je suis parti de Brasilia jusqu'à Manaus en traversant l'Amazonie pendant 5 jours dans des cars. En 1973, vous êtes cette fois deuxième conseiller à la représentation de la Côte d'Ivoire à New York. Mhm. Et est-ce que vous pouvez expliquer, c'est cette année-là que vous rencontrez pour la première fois le président Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que vous pouvez préciser les circonstances de cette rencontre, qui sont un peu particulières puisque vous avez désobéi d'une certaine manière à votre hiérarchie? Oui. Oui, bon, écoutez, l'ambassadeur qui était, le premier conseiller qui était à New York, avait été affecté comme ambassadeur à Bangui, en Centrafrique. Donc, ils ont fait, ils ont recherché des conseillers. On m'a affecté donc à, à New York. J'arrive, puisqu'il y avait déjà un premier conseiller, j'étais deuxième conseiller. Et ça a correspondu à la crise du pétrole. Quand l'OPEP avait augmenté le prix du pétrole, c'était les mois. Le monde occidental était déstabilisé. Le premier choc Le pétrolier. choc pétrolier. Donc, on a demandé une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et la conférence est réunie. Je crois qu'il y a eu, près de 102 interventions des ministres des Affaires étrangères pour dénoncer, disons, l'acte unilatéral de l'OPEP qui a créé l'inflation dans tout le monde développé. Donc, après ces discours, il faut créer un comité pour préparer une résolution. Ce comité, bon, j'ai été membre. On a travaillé sur le texte. Après 3 jours, on devait adopter le texte. Les représentants des pays développés, qui défendaient la cause des pays développés, les thèses, avaient pris la parole pour dire que, bon, que l'OPEP a créé une crise et qu'en ce moment, l'inflation mine tous les pays développés. Donc, les pays développés ne pourront plus honorer leur engagement en matière d'aide au développement. Et que les pays du tiers-monde vont souffrir, plus particulièrement les pays africains, parce qu'ils sont les plus nombreux sur la liste des pays les moins développés. Menacé d'une certaine Oui, manière bon, de couper le développement, l'aide au développement voilà, en donc, Afrique. oui, et puis bon, la deuxième fois, bon, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Et il recommence encore ses argumentations sur d'autres thèmes. Et il revient cette fois-ci pour dire que les pays africains ne doivent pas supporter les pays arabes, car ils seront les plus pénalisés. Ils vont souffrir, ils n'auront plus d'aide. Alors là, vraiment, ça m'a paru bizarre. J'ai levé ma main sans me rendre compte. Bon, on me donne la parole. Je dis, Monsieur le Président, et que nos chefs, nos leaders sont battus pendant longtemps pour avoir l'indépendance. Et ils ont le sens de l'honneur et de la dignité. Nous ne sommes pas aux Nations Unies pour être des mendiants. Nous ne sommes pas venus ici uniquement pour mendier. Nous avons eu des empires, nous avons eu des États, Des royaumes. des royaumes. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'en fin de compte, le commerce est inégal et que nos matières premières sont payées à des prix dérisoires. Mais ce coup d'éclat, qui était désapprouvé finalement par votre ambassadeur et votre hiérarchie, vous a valu d'être convoqué par le président Félix Houphouët-Boigny. Oui, parce que quand j'ai fait quand j'ai parlé, vraiment c'était spontané. Tout le tiers-monde, j'ai dit que nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas venus pour dîner, nous ne sommes pas venus ici pour mendier. Payer nos produits à leur prix normal, on n'aura pas besoin d'un centime de qui que ce soit.
la réunion avait été suspendue et donc mon ambassadeur m'a appelé pour m'engueuler, pour dire mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es attaqué aux représentants d'un pays ami? C'est pas notre politique, il faut être plus discret que ça. Bon, bref. Une heure après, c'est un appel d'Abidjan, c'était le ministre des Affaires étrangères. Les Belotes aussi qui me reprochent vraiment d'avoir humilié le représentant d'une grande puissance. Et troisième phase, convocation à Abidjan pour rencontrer le président Fauveli. Vous deviez pas emmener large, comme on dit. Non, vous savez, je ne sais pas, quand je me rappelle, c'était la jeunesse, j'étais insouciant peut-être, parce que je n'avais pas le sentiment que j'avais insulté qui que ce soit. Finalement, vous vous retrouvez devant le président. Oui. Et lui, bon, il approuve. Non, c'est-à-dire que je suis arrivé, le président m'a posé la question. Il m'a dit, mais jeune homme, est-ce que tu sais que nous avons des relations avec ces pays et tu vas les insulter devant à l'Assemblée générale des Nations unies? J'ai dit, monsieur le président, je n'ai insulté personne puisque j'avais les PV de la réunion. J'ai dit, voilà ce que a dit le représentant du pays développé, voilà ce que j'ai dit. Il a lu le texte du représentant des pays développés et j'ai vu qu'il faisait la moue quand il lisait ce qu'il... Ensuite, il prend mon texte, il lit et il se lève, il m'embrasse. Il dit, oui, jeune homme, parce qu'en fait, tout ce que j'ai dit, il avait dit ça. Il s'y retrouvait. Oui, parce que en tant que diplomate, je lis tous les discours du président et du ministre des Affaires étrangères. Vous n'aviez fait que porter sa parole. Même les exemples que j'ai donnés sont des exemples, parce qu'il avait parlé du Fouquet, où il disait qu'avec on payait à 200 francs 1 kilo de café. Avec 1 kilo de café, on pouvait faire 100 tasses, et chaque tasse vendue au Fouquet coûtait 3000 francs. Donc, vous voyez la différence. Donc, il dit non, il dit, jeune homme, vous avez reflété exactement ma pensée, mes paroles, mes félicitations. Donc, c'est une belle rencontre. Et finalement, grâce à ce coup d'éclat qui avait été désapprouvé par les uns et approuvé par le principal intéressé, c'est-à-dire le président, il vous nomme en 1975 comme représentant de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU à Genève. Et à Genève, le président Houphouët avait une maison qui s'appelle la Capite, qui s'appelait à cette époque-là en tout cas la Capite, où il venait passer chaque année au moins un mois. Et c'est là que finalement vous trouvez l'occasion d'une observation unique du personnage et que vous côtoyez cet homme au quotidien, tant sur le plan privé que sur le plan politique. J'étais à une réunion lorsque mon ambassadeur m'appelle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as dit encore dans une réunion? Je dis, je n'ai rien dit. Il dit, non, parce que je viens de recevoir un message urgent, il faut que tu sois à Abidjan demain. Le président te reçoit à 17h à Cocody. Alors là, j'ai commencé quand même à être un peu inquiet parce que... Là, pour le coup, vous ne saviez pas... Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait encore. Bon, j'arrive, il y avait du monde à la présidence. J'attends pendant une demi-heure. Il y avait du monde. Il y avait le président Philippe Yassé, Mamadou Koulibaly. Tous les gardiens de la politique ivoirienne étaient dans le salon. Et le garçon, le protocole sort. Bon. Et on demande, monsieur ici. Tout le monde était étonné parce que dans une salle où il y avait des dignitaires, monsieur ici, c'était qui? Bon. Je me lève timidement, je rentre. Le président était debout. Il me dit, jeune homme, je vous nomme ambassadeur à Genève. Vous reflétez bien, vous avez compris la quintessence de ma politique. Donc, je vous fais confiance. Je vous envoie à Genève. Quand vous étiez justement à Genève et que le président venait, on comprend que vous n'étiez plus tout à fait seulement son ambassadeur, mais une sorte de très proche collaborateur, et vous vous occupiez de diverses choses, à la fois privées et puis à la fois publiques, et la politique. Comment expliquer ce mode de fonctionnement? Comment il fonctionnait, le président? Le président, c'est un grand psychologue, un observateur. Bon, il m'a mis peut-être à l'épreuve sur beaucoup de choses que moi-même j'ignorais. Et bon, depuis, après, bon, je lui lisais beaucoup de rapports, des rapports confidentiels. Et donc, c'est quelqu'un qui observait beaucoup. Et en fait, il était tellement bien à Genève qu'il m'a fait louer une maison pour sa sœur. Et son épouse aussi avait sa villa. Donc, il y avait une famille du président à Genève. Donc,
Et j'étais quand même l'ambassadeur auprès des Nations Unies. J'avais des Vous fonctions. faisiez votre travail d'ambassadeur, mais en même temps, vous vous occupiez de bien de- d'autres choses pour lui. Bien sûr, et c'était infernal. C'était tout ça au fouet. Comment est-ce que vous qualifieriez l'homme? Vous dites c'est un grand psychologue. Dans vos mémoires, vous écrivez j'ai connu le père de famille, le croyant sincère, le politicien, le sociologue, le psychologue, l'historien. C'était ça au fond. C'était au fond parce qu'en fin de compte, quand on lit les mémoires de Napoléon, on disait que son cerveau était comme des petits tiroirs. Il tirait le tiroir sur telle réforme, il était passionné, il fermait, il tirait le tiroir. C'était ça. C'est-à-dire qu'on peut parler des relations internationales, c'est bouclé. Ensuite, bien sûr, un problème du village. Euh, Parce que tous les matins, j'avais un devoir. Je devais appeler, il me donnait une liste de 10 villages. Il faut appeler pour savoir si la pluie est tombée là-bas. Et quelle était la durée de la pluie, la densité de la pluie. En tant que planteur lui-même, il savait quand même le rôle de la pluie. Et avec ça, déjà, ça lui permet de faire de la prospective sur la situation économique. Au jour le jour, il avait une très bonne vision Vision de ce de qui se passait. ouais, ce qui se passait. Et Vous donc, m'avez dit que dans cette maison qui était luxueuse, à laquelle il recevait beaucoup de monde, finalement, il vivait de manière lui-même très modeste. Comme le paysan qu'il a toujours été, il se qualifiait comme cela, et vous l'avez dit il y a une minute, il vivait de manière très modeste dans cette maison. oui, d'ailleurs, c'est pour ça que vraiment j'aimerais qu'on fasse de sa maison un musée. Parce que quand on voit le luxe, la splendeur de ses résidences, et quand on voit où lui-même dort, euh, c'est incroyable. Il a un petit lit, et ce lit est bourré de documents. Mais en fin de compte, il est resté lui-même. Même pour se laver, vous dites, il le faisait à la traditionnelle, à la casserole. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça, je vais pas entrer dans tous les détails parce que non, il avait son éponge du village et comme il était habitué au savon de Marseille, bon, c'était ça la réalité. Mais peu de gens savent que il avait gardé un style de vie finalement très simple. Très simple. Non, il est très simple parce qu'en définitive, c'était le roi Akan. Donc, tout le décorum extérieur, c'était pour son peuple. Quelqu'un qui a été ministre dans tous les gouvernements français. Il a été ministre d'État dans 5 gouvernements. Donc, et il était avec les plus brillants esprits de la quatrième et la cinquième République. Donc, il avait tout vu. Personne ne pouvait vraiment l'impressionner. Rien, rien. Pourquoi est-ce qu'il préférait se faire lire des rapports plutôt que les lire lui-même? C'est dans sa chambre que je lisais tous ces rapports. D'accord. Donc, c'était pas éclairé comme, Plus tamisé. ouais, plus tamisé. Donc c'est peut-être un lieu propice à la C'est concentration. la concentration. Donc, je crois que c'est ça parce que bon, il lisait ça ça peut pendant 1 heure ou 2 heures quelquefois parce que ce sont des longs rapports qui traitaient un peu de la bonne gouvernance. Alors il y a un rapport dont vous dites que vous lui avez lu 7 fois la conclusion. C'est le rapport qu'il avait lui-même commandité et financé en 1979 19, oui. en Centrafrique Oui. pour essayer d'aller vérifier ce qu'on reprochait à l'empereur Bokassa. Oui, oui. D'abord, pourquoi il vous l'a fait lire 7 fois? Et surtout, on veut comprendre pourquoi est-ce qu'il soutenait Bokassa, hein, d'une certaine manière. Ben, écoutez, je crois que politiquement, Bokassa n'était pas un révolutionnaire, c'était un peu, disons, vous savez, le président était quand même le tenant d'une idéologie en Afrique. À l'époque, rappelez-vous, c'était la guerre froide. C'était On était dans un bloc. dans un bloc, je dirais pas occidental, bloc modéré par rapport aux va-t-en-guerre, les communistes et les socialistes. Donc, tous les États, tous les chefs d'État qui étaient de son côté, bon, il les soutenait plus ou moins. Mais en fait, par rapport à Bokassa, il n'a pas cru ce qu'on disait de lui. Bon, les histoires d'anthropophagie, les histoires, oui. les exactions qu'on lui avait reprochées, il n'a pas vraiment cru. Bon, il savait que en réalité, c'était pas si vrai tout ce qu'on avait dit. Donc, quand il y a eu le sommet France-Afrique à Kigali, bon, Giscard d'Estaing était venu avec une résolution pour condamner Bokassa, puisque la presse avait parlé d'anthropophagie, c'était tous les noms, c'était vraiment,
C'était vraiment un ogre, ce Bokassa. Et le président, en tant qu'Africain, était un peu... Ça ne lui a pas plu. ça n'a pas plu parce que, bon, en tant qu'Africain, il était un peu humilié qu'on traite un chef d'État africain de telle manière. Dans cette affaire Bokassa, vous-même, vous avez assisté, un peu gêné, à ce qu'on pourrait appeler une véritable engueulade du président Houphouët-Boigny au président sénégalais Léopold Sédar Senghor. C'est quelque chose d'assez unique. Oui, non, parce que, en fait, quand j'ai lu le rapport au président 7 fois, bon, il était convaincu. Il n'avait rien trouvé vraiment d'accablant dans ce rapport. Il n'y avait pas une preuve que vraiment Bokassa avait fait tout ce qu'on lui disait. Et comme on avait un ambassadeur qui était à Bangui, il lui a demandé de vérifier certaines choses parce que Bokassa lui avait dit que non, qu'il n'était même pas à Bangui le jour où il y a eu les massacres, les soi-disant massacres, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de massacre, en réalité. Euh, C'était les chevaux qui étaient rentrés dans la foule. Parce que ce sont les chevaux qui avaient plus ou moins convoyé euh, la marche. Et d'après ce qu'on a appris avant, on a tiré sur les chevaux avec des balles en caoutchouc. Donc les chevaux se sont ébranlés et sont entrés dans la foule. Donc voilà comment vraiment il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu tellement de massacres, contrairement à tout ce qu'on dit. Et donc, contrairement à lui, le président sénégalais, lui, a validé toutes ces thèses, quoi. Oui, non, parce que au sommet, quand Giscard a présenté sa résolution, il faut dire, bon, écoutez, on n'est pas contre, mais on aimerait quand même être sûr que vraiment il y a eu un massacre. Donc, je demande la création d'une commission pour aller faire des enquêtes et je m'engage à financer cette commission. Bon, D'où le rapport dont on parlait tout à l'heure. oui, donc il a été supporté par Bongo, par tous ses amis, et c'est comme ça qu'on a créé cette commission qui est partie, présidée par un magistrat sénégalais, c'était je crois 18 personnes. Ils sont partis donc pendant presque un mois à Bangui, ils ont fait des enquêtes, ensuite ils sont venus, ils ont demandé d'aller faire un complément d'enquête à Londres, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont restés à Londres pendant une semaine, tout ça financé par la Côte d'Ivoire, et ils ont fait ce rapport. Le rapport est donc venu, je l'ai lu au président, et c'est là la conclusion pendant 7 fois, parce qu'il voulait s'assurer vraiment qu'il n'y avait pas de... Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Qu'est-ce qu'il lui a dit au président sénégalais? Oui, bon, donc quand le rapport est fini, bon, le président a donné des... Parce que tous les ministres des Affaires étrangères sont venus chercher une copie du rapport à Genève. J'avais une pile de rapports, donc ils sont venus. Chacun voulait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire de ce rapport. Et bon, et qu'est-ce que leur chef d'État doit faire suite à ce rapport. Donc, il fallait qu'au fond sache quelle réponse donner à ses collègues pour dire voilà ce que je pense. Celui qui était le maître du tempo de cette affaire. Et donc, et c'est là, il a dit non que le rapport, je l'ai lu, je ne trouve rien vraiment d'accablant. J'ai demandé que le ministre des Affaires étrangères remette main à main le rapport à Bokassa, qu'il le lise et qu'il en tire les leçons lui-même. Et il dit que non, c'est pas à nous de le juger parce que tout chef d'État a 3 juges. Dieu, sa conscience et son peuple. C'est pas à nous de juger Bokassa. Donc, il a donc demandé à tous ses collègues de prendre acte du rapport, mais de ne pas le publier. Et le seul qui a publié, ça a été Dakar, ça a été Senghor. Et donc, bon, en fait, quand j'ai assisté à des échanges, je ne veux pas en parler, ben, en fin de compte... assez rugueux. Non, en fin de compte, ce qui m'a frappé, parce que je savais le gouverneur Guinéré, qui était le directeur de cabinet, il a terminé et dit que non, que Senghor, vous savez, on a il y a une grande différence entre toi et moi. Tu sais laquelle? Il dit non, tu es parti en France, tu avais 4 ans. Tu es parti à l'âge de 4 ans en France. Moi, je suis parti à 30 ans. 30 ans, plus de 30 ans. Donc toi, tu connais pas l'Afrique. Tu chantes la femme africaine, l'homme africain, mais tu connais pas l'Afrique. La capitale, c'était aussi un lieu de rendez-vous discret, très discret, voire secret, pour une diplomatie un peu parallèle que vous appelez les convergences parallèles. Et par exemple, il vous a demandé d'organiser une rencontre avec le président sud-africain de l'époque, qui est venu le voir à Genève
secrètement avec son ministre des Affaires étrangères et son ministre des Finances, qui tous deux, je crois, après deviendront présidents d'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cénacle secret? Il voulait essayer de résoudre le problème de l'apartheid. Oui, vous savez, le président avait fait une conférence de presse en 71 où, contrairement à tout ce qui se faisait au niveau africain, les condamnations, il a dit qu'il fallait dialoguer avec l'Afrique du Sud. Ça a été un tollé à l'époque. Comment un Africain va dialoguer avec des tenants de l'apartheid? Et donc, parler avec les Sud-Africains, c'était un casus belli. Mais le président, quand même, il sait pourquoi il avait dit ça. Parce que je crois que Socrate dit connais-toi toi-même. Il se connaît. Il connaît l'Afrique. Il connaît la capacité, disons, de nuisance des Sud-Africains. Et il était persuadé que, de toute façon, ce n'est pas par la guerre qu'on pourrait résoudre le problème de l'apartheid. Il était convaincu pour ça. Donc, quelles que soient, disons, les difficultés, il fallait discuter avec eux. Mais dire que, bon, qu'ils le disent dans une conférence de presse, les rencontrer pour eux, c'était une chose incroyable. Donc, on a préparé donc la rencontre à Genève, très discrètement, parce qu'il fallait vraiment que ça ne s'ébruite pas. Donc, ils étaient ouverts à ces arguments? Bon, écoutez, ouvert, ça dit que ben, ils étaient quand même contents d'avoir quand même un interlocuteur africain et pas un petit interlocuteur. Tout à fait. Donc, ils étaient, avec les sanctions, ils étaient bannis partout. Et personne n'osait parler avec les Sud-Africains. Donc, un Africain leur parle. Et surtout, Houphouët-Boigny, pour eux, c'était vraiment une caution incommensurable. La diplomatie par l'exemple. Oui. Il a convoqué un de ses ministres, qui est un brillant personnage, de la recherche scientifique, juste pour leur montrer que vous, les Africains, vous avez des capacités, vous avez des personnes brillantes, et que dans leur propre pays, ils ont les mêmes, et qu'il faut les valoriser. Oui. Non, parce que le président ne fait rien pour rien. Pourquoi? Parce qu'il s'était informé, et il savait qu'il y avait 5 Noirs sud-africains qui étaient partis avec des pasteurs aux États-Unis. Et parmi tous ces Noirs, il y avait 5 Sud-Africains qui occupaient des postes très importants. Il y avait un qui travaillait à Goldman Sachs. Il y avait un qui était à Los Angeles, un au Texas. Bon, bref. Donc, bon. Moi, je préparais la réunion, je préparais l'arrivée de ces invités d'une façon. Donc, j'étais en train de voir avec les Suisses où les faire atterrir parce qu'il fallait pas qu'ils atterrissent à Cointreau, l'aéroport de Genève. Donc, visible. Oui, donc, on cherchait un aéroport quelque part pour les atterrir là-bas et on les cherchait pour les amener à la résidence. Donc, bon. Et c'était au cours, j'étais là-bas, le président m'appelle au téléphone. Il me dit, écoute, appelle le secrétaire général pour qu'il mette dans l'avion M. Lorignon Guédé, qui était le ministre de la Recherche scientifique. Il faut qu'il soit à Genève demain matin. Et il avait tout vu déjà qu'il y avait un vol qui quittait Abidjan à 22 heures, qui arrivait à Paris à 6 heures du matin. Il y avait un vol de Genève, non, de Paris à Genève. Il arrivait à Genève à 9h30. La réunion commençait à 10 heures. En fait, ça s'est passé comme ça. Bon, je sais qu'à Abidjan, il y a eu des problèmes parce que le ministre n'était pas à Abidjan, il était dans son village. On a dû envoyer un hélicoptère le chercher. Et le pauvre, il m'a appelé d'Abidjan, il m'a dit, il paraît que je suis convoqué à Abidjan. C'est pourquoi? À Genève? Oui, à Genève. J'ai dit, mais vraiment, je ne sais pas de quoi il s'agit parce que bon, moi, je ne savais même pas pourquoi on avait convoqué. Donc, le pauvre, il est venu avec des documents dans 2 sacs parce que je ne savais pas pourquoi on l'appelait à Genève. Donc, il était arrivé, on était en réunion avec les Sud-Africains. Bon, on l'a mis dans la salle d'attente. Et c'est là, j'ai compris que le président, en fin de compte, c'est là d'ailleurs, on apprécie mieux Houphouët parce qu'en fin de compte, entre les attaques des uns des autres, pensant que vraiment le dialogue, c'est une partie de plaisir, de thé ou bien je sais pas quoi, mais en fin de compte, mais ça a été rude.
Parce que pendant un moment, le président a posé la question à Pete Botha, mais est-ce que tu crois que tu es plus intelligent que moi? Bon, il s'attendait pas à ça, ça l'a déconcentré. Il a bégayé, il dit non, monsieur le président, tout le monde sait que le général de Gaulle a dit que vous êtes un cerveau politique de premier ordre, donc vous êtes un intelligent, vous êtes très intelligent. Vous avez une personnalité hors pair en Afrique. Vous avez été ministre dans tout le gouvernement français. Qui peut dire que vous n'êtes pas intelligent, monsieur le président? Bon, il dit, mais écoutez, puisque mes compatriotes noirs sont bannis de toute activité politique parce qu'ils sont nègres, donc en fin de compte, pour vous, tous les nègres ne sont pas intelligents. Ah oui, c'était rugueux comme dialogue, Oui, effectivement. c'était rigueux. Et à un moment donné, il demande à ce qu'on introduise Oui, le alors ministre. donc ça, c'était la conclusion. Quand on a presque fini, il me dit, appelle-moi, va me chercher Laurent Guillet. Je vais chercher Laurent Guillet. Bon, le pauvre, il savait même pas pourquoi il venait dans la salle. Il est arrivé, on l'a mis dans la salle, il était debout, il dit, voici mon ministre de la recherche scientifique. Ni son père, ni sa mère n'ont été à l'école. Il est parti en France, il a eu son bac, il est sorti docteur d'État, premier de sa promotion, devant près de 50 blancs. Aujourd'hui, il est ministre de la recherche scientifique. Il est excellent dans ce qu'il fait. Et il dit, vous savez, en Afrique, on a une intelligence brute. Parce que vous, c'est souvent le paysan dont le fils devient moniteur, le fils du moniteur devient professeur, le fils du professeur maintenant devient docteur, ou ministre, ou député. Mais non, ce monsieur, il sort de rien, de nulle part, du village, il est docteur d'État. Au même titre que le fils du blanc qui a fait tout le cursus que vous savez. Il dit, vous savez, nous avons des résultats bruts. Des gens comme ça, vous en avez chez vous là-bas aussi. Et il sort sa liste, ça je n'étais pas au courant, il dit voilà 5 noirs sud-africains qui occupent des fonctions importantes en Amérique. Si ils arrivent à occuper des fonctions importantes dans le pays le plus développé des États-Unis, comment ne pourraient-ils pas occuper des fonctions dans leur propre pays? C'était une démonstration Oui. incroyable. Et donc, il sort la liste, il les lit. Et bon, pour dire, le ministre de l'économie et des finances actuel, Tito Mboumi, actuel, était sur cette liste. Il était à Goldman Sachs, la banque américaine. Mais justement, ce qui est devenu la côte de l'Afrique du Sud, l'évolution, la fin de l'apartheid, etc., apporte de l'eau à votre moulin quand vous dites que c'était finalement un visionnaire dans les relations des États. Oui, parce que, en fait de compte, puisque en réalité, en tant que président, la Côte d'Ivoire est surtout quelqu'un qui parlait du dialogue, mais il avait vraiment, il était réaliste parce qu'il savait que le dialogue, pour faire le dialogue, il faut avoir ce qu'on appelle en américain un bargaining power. Il fallait avoir une capacité de résistance. C'est qu'on a financé beaucoup les mouvements de libération. Et moi-même, je suis parti en Ukraine avec Sam Joma, la SWAPO, parce qu'il avait besoin d'armes pour se défendre. Donc, non seulement il les aidait, mais par rapport à l'armée sud-africaine, c'était un jeu d'enfant. Donc, Houphouët savait que quelle que soit la combativité des mouvements de libération, ils pourront jamais prendre le dessus sur l'Afrique du Sud. Alors, s'il était un visionnaire, il avait aussi l'art de la mise en scène. Racontez-nous comment vous avez appris, comment il vous a appris que vous étiez nommé à New York à la représentation de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. Oui, bon, c'est après toute cette... parce qu'on a... Ça, c'était en 1981. Oui, non, parce qu'en fin de compte, à Genève, on a fait beaucoup de grandes choses. On a eu non seulement l'Afrique du Sud, on a eu aussi le Premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin. Et il a reçu tous les secrétaires d'État américains, André Young, Chester Crocker, en fait, tout ce qu'il y avait, bon, tous les ministres de la coopération française défilaient, tous les présidents africains défilaient, beaucoup de gens même. Donc un jour, il vous convoque, oui. il doit rentrer à Abidjan, mais il vous convoque avant son départ. Oui, oui, c'était à 4 heures du matin parce qu'en fin de compte, il est très matinal. Et généralement, comme il devait partir à 9 heures,
pour être ici à 16 heures parce que c'était bien programmé. Il fallait qu'il quitte pour arriver à Abidjan à une heure convenable. Donc, dès qu'il doit voyager, dès 5 heures du matin, dès 4 heures du matin, sur pied pour arranger le départ et tout ça, il m'appelle, il me dit, écoute, si tu te lèves, viens me voir. J'ai réfléchi, si il faut que je te garde encore à Genève ou non, mais que si je vais être égoïste, tu ne quitteras jamais Genève. Mais comme je ne veux pas être égoïste, comme tu as tellement de potentialité, je t'ai vu à l'œuvre, donc tu vas aller à New York. New York, c'est le haut lieu de la diplomatie mondiale, puisque c'est le siège de l'ONU. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots quelle était sa vision des relations internationales et surtout quelle place voulait-il que la Côte d'Ivoire occupe dans ce concert mondial? Écoutez, au fond, c'est un gaulliste. C'est un gaulliste dans l'âme. Il était l'un des rares ministres d'État à ne pas être reçu à l'Élysée, mais à être reçu à Colombey les deux églises. Donc, il était vraiment dans l'épicentre du pouvoir gaulien. Et donc, tout comme De Gaulle, il adhérait aussi au fait que, bon, que l'ONU, c'était un machin aussi. Mais en même temps que c'était un machin, mais en même temps, il voulait quand même que la Côte d'Ivoire occupe une place prééminente à l'ONU. La preuve, c'est que les premiers pays africains à avoir été membres des Nations Unies, c'est le Ghana et la Guinée. Donc, ils ont acheté des belles résidences. Ils étaient l'Afrique aux Nations Unies. Plus tard, nous sommes devenus indépendants. Et ils voulaient que la résidence de la Côte d'Ivoire soit la plus belle des résidences africaines. C'est ça, c'est-à-dire que non seulement il choisissait avec soin les hommes qui devaient représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mais aussi il allait dans le détail du choix des résidences, quelquefois même en travaillant sur les plans Bien sûr, de ces maisons. parce que même, je prends un cas par exemple, la résidence, puisque j'étais au Brésil, la résidence, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Brasilia, c'est au fond qui a changé 4 fois les plans. Parce que Brasilia était une nouvelle capitale, nouvelle ville, et c'est la première ambassade de Côte d'Ivoire en Amérique latine. Bon, il a demandé des photos de la résidence des États-Unis, de la France et tout ça. Et c'est à partir de là que 3 fois, il a fait modifier le plan. Il a fait les plans. Il a fait élargir et tout ça pour que, bon, c'était un peu, disons, la vitrine de la Côte d'Ivoire en Amérique latine. Mais il voulait du prestige pour la Côte d'Ivoire. Oui. Il voulait que la Côte d'Ivoire soit visible dans le monde. Visible, oui. Et donc, mais il était dans le camp occidental. Oui. Oui, mais dans le camp occidental, mais en fin de compte, le camp occidental le considérait pourquoi? Parce qu'aussi il avait beaucoup d'États derrière lui. Il avait, à l'époque, c'est le groupe, il y avait le groupe de Brazzaville, le groupe de Morovia, et c'est en réalité, c'est lui qui a créé l'OUA tel qu'on a conçu. Parce qu'en réalité, on a beaucoup magnifié Nkrumah avec le panafricanisme. Mais tout ce qui a été fait à Addis Abeba, en fait, ce sont les idées du Houphouët-Boigny. Mhm. Vous êtes celui qui, à cette époque-là, avait réussi à faire élire la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité, et vous en avez même présidé l'instance. C'était aussi une question de prestige d'arriver à faire entrer la Côte d'Ivoire au Conseil? Ben, c'était la deuxième fois parce que le ministre Hicher avait été en 66 membre du Conseil de sécurité. Et après, on est sorti près de 25 ans, et chaque fois le Nigeria y entrait, et par qu'on appelle des méthodes pas classiques parce que généralement, chaque continent présentait les États qui devaient siéger au Conseil de sécurité. Le groupe africain, par exemple, choisissait, par exemple, en fonction, disons, d'une rotation, choisissait un pays et chaque fois, le Nigeria s'arrangeait pour aller le battre. Parce que, bon, le vote, parce que même si vous avez choisi par un État, c'est un vote, d'après la charte. Donc, on avait choisi, par exemple, la Guinée-Bissau. Bon, le Nigeria s'est arrangé à se faire élire au moment du vote contre le choix de l'Afrique. Ils ont fait ça pour le Cap-Vert, ils ont fait ça pour un troisième pays. Et c'est un jour, j'ai dit au président, j'ai dit, Monsieur le Président, puisqu'à l'époque, la plupart des conflits en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui était chargée de ces conflits. Le Libéria, la Sierra Leone, l'Angola, on avait chaque fois. Donc, j'allais de temps en temps au Conseil de sécurité pour faire des rapports.
Et c'est ainsi que, bon, que j'ai dit, c'est pas normal parce qu'on a l'impression que, au Conseil de sécurité, que la Côte d'Ivoire n'y est plus présente et que c'est le Nigeria. Il faut qu'on soit au Conseil de sécurité. Bon. Il me dit, oui, tu as raison. Mais, aujourd'hui, avec ma politique, j'ai le groupe austral contre moi. J'ai le groupe arabe qui pense que je suis l'ami des Juifs. Donc, en fin de compte, il risque d'être battu. Je lui ai dit, Monsieur le Président, on ne peut pas être battu puisque j'ai avec moi, disons, le groupe de 77, de non-alignés. Et donc, et puis bon, il y a un fait qu'il ne savait pas parce que j'ai été président de la construction de la mosquée de New York. Puisqu'à l'époque, le maire de New York, c'était le maire Koch. C'est un des sionistes les plus durs. Donc, aucun ambassadeur arabe ne voulait le rencontrer et lui-même ne souhaitait pas rencontrer un ambassadeur arabe. Donc, bon, et comme en réalité tous les musulmans ont prié dans la même mosquée aux Nations Unies tous les vendredis, ils m'ont dit, écoute, cher frère, est-ce que tu peux être le président de ce comité pour aller négocier le terrain et tout ça? Bon, je ne voyais pas d'inconvénient. Donc, Donc, vous aviez aussi les Arabes avec vous. ouais, donc, en fin de compte, j'ai dit, aucun ambassadeur arabe n'oserait voter contre moi. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire entre à nouveau 25 ans après Oui, au on est Conseil rentré. de sécurité. Oui, oui. Il y a un autre exemple du caractère visionnaire du personnage, c'est le fait qu'il avait, vous dites, hein, qu'il avait prévu que le communisme ne connaîtrait pas ses 100 ans. Oui. Et effectivement, en 1989, lorsque le mur de Berlin est tombé, vous étiez à New York, mais vous avez passé une drôle de nuit au téléphone avec, enfin lui, c'était la nuit, pour vous c'était le jour, mais lui a passé une drôle de nuit au téléphone avec vous. Oui, on a passé, je crois, 3 heures et demie au téléphone. Non, ça a été sa plus grande joie. Parce que, bon, ça, il a toujours dit, parce que le communisme n'aurait jamais fêté son centenaire parce que c'est anti-humain, parce que ça ne cadre pas avec la nature humaine. C'est égalitaire absolu et que il n'y croit pas et que ça va s'effondrer un jour. Bon, à l'époque, moi-même, quand il disait ça, vraiment, je n'y croyais pas parce que Vous pouvez pas imaginer. le communisme, c'était fort. C'est fort. À l'époque, tu avais par exemple Marchais en France qui était la terreur. Ouais. Duclos, tu avais même Berlinguer qui était le secrétaire général du Parti communiste italien qui était très puissant. Ouais. Chaque fois qu'il faisait un discours, vraiment, toute l'Europe tremblait. Bon. Et voilà que bon, j'étais à l'Institut de haute étude internationale à Genève. Et là, j'ai eu la chance quand même de rencontrer beaucoup d'étudiants brillants qui ont fui le système communiste quand il y a eu la répression de Prague. Tous les étudiants s'est échappé, ils sont venus à Genève. Il y a eu des répressions en Pologne. Ils sont tous venus à Genève, en Suisse, parce que tous ces pays passaient par la Hongrie, puisque c'était l'Empire austro-hongrois. Donc, il y avait quand même cette frontière qui était poreuse, parce qu'ils avaient quand même une éducation un peu occidentale. Donc, tout le monde passait par là-bas et atterrissait en Suisse. Donc, tous étaient des gens qui étaient formés à l'international, donc ils étaient à l'Institut. C'est comme ça que j'ai connu tout ce beau monde. À l'époque, j'étais avec Kofi Annan et puis Arba Diallo, qui fut ministre des Affaires étrangères de Sankara au Burkina Faso, qui était très communiste aussi. Et donc, nous sommes restés en contact avec eux. Et chaque fois, je leur parlais aussi du Fobani, il disait que le système allait s'effondrer un jour. Donc, chaque fois on en parlait, je disais que non, ça va s'effondrer. Et aussi, ils étaient persuadés que bon... Que non, ça n'arriverait pas. Bon, non. Mais ils n'étaient pas tellement sûrs parce que ils connaissaient l'intérieur du parti. L'intérieur, parce qu'il y avait trop de... Parce qu'en réalité, c'était une injustice terrible. Mais en fait, cette fameuse journée du mur, où le mur s'est effondré, il voulait être informé minute par minute de tout ce qui se passait et il a préféré rester au téléphone toute la nuit avec vous plutôt que d'attendre le lendemain. Oui, oui, parce que bon, tous ces beaux mondes qui étaient étudiants avec moi sont devenus tous... Ils vous informaient? Oui, non, ils ont fini avec des diplômes brillants. J'étais là et puis il y a un qui m'appelait, il m'a dit, écoute, je crois que ce que tu as dit là, ça risque d'arriver parce que il y a eu à l'ESPIC une manifestation
où les gens scandaient liberté, 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 liberté. Et bon, avec l'arrivée de Gorbatchev, il y avait déjà une certaine liberté, Bien puisque sûr. avec Perestroïka, le glasnost, donc glasnost. il disait que bon, et ça, ils n'ont pas été réprimés. Et donc, ils avaient prévu encore des manifestations un peu partout. Et la dame qui était à l'UBS, qui m'appelle aussi, qui me dit, ah, en Pologne, ça va bouger. Et à Berlin, ils sont de préparer une insurrection. J'ai dit, bon, écoutez, si ça avance, appelez-moi. Donnez-moi quelques éléments d'information sur l'évolution de ces mouvements. Et j'ai appelé le président, j'ai dit, ah, monsieur le président, il semble que, bon, que ça va bouger en Union soviétique. Et il dit, ah bon, comment tu vois ça? J'ai dit, non, voilà, j'ai été informé de ceci, cela. Bon, il me dit, écoute, tiens-moi informé si ça évolue, quel que soit le... Bon, je raccroche. Bon, j'attends, et puis bon, je vaguais à d'autres choses. Et on m'appelle, on me dit que à Berlin, il y a déjà près de 10 000 personnes qui vont converger vers le mur. Donc, c'est là, j'ai attendu que, quand on m'a dit, en fait, je crois que les choses commencent à s'accélérer. Et que, tel qu'il voit, et on guettait un peu la réaction des troupes soviétiques qui avaient l'air caserne, et pour savoir s'ils n'allaient pas intervenir. Et quand on m'a appelé, on m'a dit non, qu'ils ont des éléments que les Russes vont pas intervenir. Donc j'ai appelé le président, j'ai dit écoute, voilà, d'après ce qu'il me dit, je crois qu'aujourd'hui on va vers un dénouement. Bon, quand je lui parlais, j'ai reçu notre appel, on me dit ils sont à tel kilomètre. Voilà, il y a déjà près de 1000 personnes qui ont franchi le mur. Il me dit et puis j'ai dit au président, j'ai dit voilà, donc j'ai dit bon, je vais raccrocher et puis après je vais dire non, je préfère rester au téléphone. Bon, donc on est resté au téléphone, donc moi j'avais les éléphants, lui disait ça, jusqu'à ce que bon, le mur, mais ce qui est marrant, c'est que bon, dès que j'ai fini, le lendemain, il a été le premier à féliciter Willy Brandt, qui était le bourgmestre de Berlin, Willy Brandt, et puis Kohl, le chancelier Helmut Kohl, les a félicités. Alors que bon, en fin de compte, je crois que Mitterrand, tous ces chefs d'État pensaient que oui, c'était pas réglé. C'était pas réglé, que bon, c'était beaucoup plus prudent. Plus prudent, que ça risque vraiment de. Tout à fait. Alors en 1990, le président vous nomme ministre des Affaires étrangères en remplacement de Monsieur Siméon Haké. Au départ, vous n'avez pas accepté tout de suite parce que vous vouliez terminer un travail à New York. Oui. Vous avez quasiment refusé. Est-ce qu'on pouvait refuser ça? Non, je ne sais pas. Mais en fin de compte, vous savez, le problème, c'est que c'est vrai que être ministre des Affaires étrangères, c'est une joie incommensurable pour tout Ivoirien, pour tout fonctionnaire dans tous les départements. Mais disons que pour moi, ça n'avait pas tellement de saveur particulier parce que j'étais avec le président matin, midi et soir. Être ministre, vraiment, moi, vraiment, ça ne m'apporte pas, moralement, peut-être en tant que voir tes collègues ambassadeurs devenir ministres. J'étais avec tous ces gens, Salim, qui était devenu ministre des Affaires étrangères, Ide Oumaro, ministre des Affaires étrangères, comment il s'appelle, Medoune Fall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Oloro Utola, qui était avec moi, ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda. Bon, bref, Dingwala, ministre des Affaires étrangères bref. C'est bon, tu dis que bon, il est temps que tu quittes aussi parce que tu ne peux pas avoir affaire toujours à des ambassadeurs nouveaux qui ne sont pas de temps. Mais en fait, vous étiez en train de travailler à vous faire élire à la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU et vous vouliez que ça arrive avant de pouvoir rejoindre votre poste. Oui, non, c'est même pas ça. Ça veut dire que, en réalité, comme les élections devaient avoir lieu à telle date et que j'étais soutenu par tout le monde, parce que en fait, c'est vrai que quand on regarde la configuration de l'Assemblée générale, on était minoritaire, puisque au niveau du groupe africain, on avait soi-disant
tous les révolutionnaires qui étaient la grande majorité. Donc, le fait d'avoir été ambassadeur à Genève, ça avait un avantage pour moi parce que la plupart des ambassadeurs du monde arabe comme du monde asiatique, latino-américain, sont tous passés par Genève. Parce que bon, pour les pays qui ont une diplomatie bien organisée, en fin de compte, on ne nomme pas comme ça un ambassadeur à New York comme ça. Donc en réalité, vous avez été nommé un peu avant, mais il a accepté de surseoir à votre nomination pour que vous puissiez Terminer ça, oui. terminer ça. Oui, c'est ça, oui. Vous l'avez convaincu que c'était possible. Oui, je dis parce que si je pars aujourd'hui, on ne sera pas élu parce qu'en fin de compte, beaucoup de gens vont voter. Ils voteront pas pour la Côte d'Ivoire, mais vous, intuitu personnel, il y avait un facteur personnel qui était important. Et vous avez été élu finalement à l'unanimité, ce qui est rarissime pour cette fonction de président de l'Assemblée générale. Parce que, en fait, j'étais pas candidat. J'étais pas candidat parce que, en réalité, le fait que j'avais présidé tous ces groupements non alignés 77 et tout ça, C'est vous qui avez suggéré au président, Houphouët-Boigny, de vous rapprocher des non-alignés. Oui, c'est ce que Parce que c'était pas sa politique traditionnelle. Non, On non, peut dire que c'est votre apport oui, à la politique du pays à ce moment-là. oui, non, parce que bon, moi j'étais ambassadeur, donc je suis dans le milieu, et je me suis rendu compte qu'on non aligné, mais tout le monde n'était pas pro-soviétique. Donc vous avez fait valoir quoi? Que finalement ils n'étaient pas tous communistes, et aussi que vous aviez des revendications communes finalement avec ces non-alignés. Oui, parce qu'en fin de compte, c'était c'était un peu les damnés de la terre, parce qu'en fin de compte, c'est tous ceux qui souffraient des matières premières qui, en fin de compte, en matière de développement, et ils étaient tous victimes de la même spéculation que nous. Et donc c'est ce rapprochement avec les non-alignés, puis le fait que vous aviez les pays arabes avec vous à cause de la mosquée de New York, qui a remporté le morceau et vous a fait élire à la présidence. Oui, parce que j'étais même pas candidat. Donc, en fin de compte, parce que, en fait, à l'époque, c'était vraiment des batailles homériques. Être président de l'Assemblée générale, ce sont des batailles. Et même un candidat est mort de crise cardiaque parce que c'était le groupe asiatique. Donc, c'était entre Bangladesh et l'Irak. On a voté pendant toute une journée. Il y a eu, je crois, 65 tours de vote. En définitive, on est arrivé à un système où, lorsque les deux candidats sont à égalité, on tire au sol. Et les deux candidats, c'était l'Irakien et le Bangladesh. On a tiré au sort et c'est l'Irakien qui a gagné. Le pauvre ambassadeur de Bangladesh, qui a été un homme politique très important, il voulait terminer sa carrière comme président de l'Assemblée générale, a été battu comme ça par un tirage au sort. Et une semaine après, il a eu une crise cardiaque. Donc, c'est pas un jeu d'enfant de cœur, la présidence. Donc, vraiment, moi, je songeais même pas ça. Donc, j'étais là et puis, bon, c'est Ali Alata, c'était le président des non-alignés, qui est venu me voir, qui dit, écoute, la prochaine Assemblée générale sera présidée par l'Afrique. Il y a 5 candidats et nous ne voulons pas qu'on nous donne un président qui ne connaît pas le système. Donc, on a réfléchi et tout le monde est unanime, c'est toi qui seras le président de l'Assemblée générale. Il dit, mais je suis pas candidat. Je suis pas candidat. Et donc, il dit non, il faut être candidat parce que quand on dit non, la nuit, c'est 117 voix. Les groupes 117, c'est 147. Donc, nous avons la majorité absolue. On peut faire n'importe qui président. Bon. Il y a 5 candidats, il y avait 5 candidats africains qui étaient déjà en liste. Il dit, on va leur dire qu'on les supporte pas. Parce ils attendent notre accord pour, et donc c'est comme ça que vraiment c'est arrivé, quoi. Il m'avait donné sa bénédiction. Il m'a dit que vraiment, si tu es élu président de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est le meilleur service au monde que tu peux me rendre. Parce que président de l'Assemblée générale, au nom de l'Afrique, c'est-à-dire que toutes les insultes qui ont été faites à moi ont été effacées, puisque en fin de compte, je ne peux pas dire que j'ai été anti-africain et que la Côte d'Ivoire préside les Nations unies. Et quelques années plus tard, vous avez failli être élu secrétaire général de l'ONU, puisque vous avez obtenu le double de voix quasiment de Kofi Annan. Ça, c'était en 1997. Ouais. Mais vous aviez une opposition ferme des États-Unis et vous vous retrouvez dans le bureau de Bill Clinton, le président américain, qui vous fait un drôle de marché.
que vous avez refusé d'ailleurs. Écoutez, vous savez, j'aime pas parler de mes réunions secrètes avec les grandes puissances. Donc vraiment, je ne vais pas parler de ça parce que effectivement, non, parce que Enfin, il vous a demandé, alors moi je peux, il vous a demandé de lui donner un certain nombre de directions, auquel cas il lèverait le veto contre vous et vous auriez été secrétaire général de l'ONU. le Conseil de sécurité, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur on parle de la réforme du Conseil de sécurité. Et c'est vrai, c'est une question très importante. Et quand j'étais président de l'Assemblée générale des Nations unies, j'avais mis au point 3 commissions pour travailler sur certains thèmes: la réforme du Conseil de sécurité, la réforme des finances des Nations unies, et puis la réforme des mécanismes. Bon, bref, j'avais toutes ces commissions qu'on appelait les commissions ici aux Nations unies. Pendant longtemps, les commissions ici. Et donc, au niveau du Conseil de sécurité, il y avait un grand débat sur le nombre des États membres qu'il fallait intégrer au Conseil de sécurité. Les membres non permanents comme les membres permanents. Et il y avait beaucoup de spéculations. Au niveau du monde occidental, le monde occidental voulait dans l'augmentation du nombre de membres permanents, il voulait inclure le Japon et l'Allemagne, qui sont des grandes puissances financières. Et j'avais fait un discours sur ces réformes et j'avais donné la préférence à augmenter le nombre des nombres non permanents. Parce que quand on fait les statistiques, on se rend compte que le tiers des membres des Nations Unies n'ont jamais été au Conseil de sécurité. Donc, au lieu de leur donner 2 postes, il fallait augmenter le nombre. Le fauteuil tournant. Oui, donc, et comme l'Italie n'avait pas été du tout, l'Italie avait fait la guerre avec l'Allemagne et le Japon, et on les laisse de côté pour prendre les deux. Donc, l'ambassadeur d'Italie qui s'appelait Furci, qui a été un juge très célèbre, qui a démantelé la mafia calabrenne, donc n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que on les a mis de côté. Et donc, il a adhéré mes thèses. Donc, il était tout le temps en train de faire le discours que nous sommes dans un monde démocratique, que le veto n'a plus sa place. Parce que bon, il ne voulait plus du tout entendre parler des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est ainsi que bon, on est devenu amis parce qu'on avait une convergence d'idées sur la réforme du Conseil de sécurité, et qui fait qu'il était au Conseil de sécurité et ils peuvent introduire un nom dans la liste des membres, des candidats au poste au poste de secrétaire général. C'est lui qui a mis mon nom dans le, c'est même pas la Côte d'Ivoire. Ah oui. Bon. Et il a donc, lui, non, il a mis mon nom. Et c'est après qu'il a contacté la Côte d'Ivoire pour dire que donc, il faut que la Côte d'Ivoire me soutienne, que je suis candidat. Alors, pour en revenir aux dernières années du président Houphouët, vous avez été 3 ans son ministre et après vous avez été confirmé dans votre poste par le président Bédier jusqu'au coup d'État en 1999. Pendant ces 3 ans, vous étiez donc le ministre des Affaires étrangères du président Houphouët. Ça n'a pas vraiment changé vos rapports. Il vous considérait comme son collaborateur et il aimait votre compagnie aussi. C'était ça d'ailleurs mon problème avec lui, parce que vous savez, mon passage à Genève a fait que j'étais devenu, disons, un meuble de son salon, plus ou moins. Parce que non seulement il me confiait les affaires familiales, même chaque fois qu'il était sollicité pour parrainer ou bien pour être témoin d'un mariage, il me disait pour aller le remplacer. Mais il aimait bien votre compagnie, pourquoi? Non, parce que, vous En savez, dehors du fait qu'il avait l'habitude de vous voir. non, le fait aussi, c'est que, bon, vous savez, Houphouët, il adorait les relations internationales. Il adorait surtout l'histoire de tous les empires, tout ce qui a fait la grandeur du monde. Il avait l'idée vraiment d'évolution des empires, la chute des empires. En fait, c'est moi qui lui ai parlé un jour de Fouquet. Je lui ai parlé du superintendant de Fouquet, comment il a été disgracié après avoir construit Vaux-le-Vicomte. Et donc, bon. Et un jour, j'étais là, il me dit, tiens, il va aller voir Vaux-le-Vicomte. Comme ça. Et on parlait ça dépend, parce qu'en réalité, ce n'est pas
tout est pas, rien n'est improvisé avec lui, c'est-à-dire qu'on parle de tellement de choses. Et je lui donne, par exemple, parce que bon, moi, j'ai fait quand même une licence de droit public. J'ai fait quand même beaucoup de recherches sur pas mal de choses en tant que diplomate. Et un jour, on parlait des empires. Euh, bon, et puis, il était passionné par les empires. Donc en Euh, fait, c'est cette conversation-là qui était permanente d'une certaine ouais, manière. c'était permanent parce que en réalité, j'avais toujours quelque chose avec lui à dire. Mais dans une boutade, un jour, il vous a dit que vous étiez la seule personne qui lui fait peur. Non, ça c'est le doyen, comment il s'appelle, Diallo, qui vit encore. Oui. Un jour comme ça, je était venu, j'allais chez le président, il sortait de chez le président. Et elle me dit, ah, un président, il dit, ah, le président dit que tu lui fais peur, il a peur de toi. Moi, j'ai pris ça pour de la boutade, et puis bon. Et puis un jour, ça a été un de ses cousins qui s'appelle Brofouet, de Yamoussoukro, qui était le PCA de la Sonitra, une société juive. Ils étaient venus à Genève pour négocier un, un contrat. Je devais assister avec eux, et puis bon, malheureusement, j'avais un dîner aux Nations Unies, j'ai pas pu assister. Et quand je suis arrivé, ils sortaient. Il me dit oui, qu'ils ont parlé de moi, et puis une fois, il leur a dit qu'il avait peur de lui. Je dis, mais ça devient sérieux, Qu'est-ce que quelle, j'ai fait? quelle médisance encore on est venu dire de moi, je sais pas. Et puis bon, on était ensemble. C'était encore le cyclisme quand on regardait les courses. Et donc, c'est le jour qui m'a fait la bouteille disant que moi, je ne connaissais rien en cycliste. Et bon, il était tellement heureux de d'avoir gagné contre moi. C'est ça aussi le paradoxe parce qu'en fin de compte, pour un cours de cycliste, euh, Il je était l'ai l'esprit de défié. compétition, voilà. Oui, donc il a gagné et il se moquait de moi disant que je ne connaissais rien en cyclisme. Il m'a même tapé sur l'épaule. Il me dit, il faut apprendre beaucoup plus tes cours de cyclisme. Alors bon, il était heureux, c'est dans cette euphorie. Je dis, ah papa, mais il paraît que tu as peur de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, oui, mais il dit, j'ai peur de toi, effectivement. Il dit, tu connais tout de moi, mais moi, je connais rien de toi. Il dit, tu sais, euh, euh, bon, il m'a cité plusieurs cas où il m'a testé sur des choses que je n'avais même pas idée. C'est là que j'ai compris vraiment que ce monsieur, il faut avoir peur de lui. Et qu'il n'a pas trouvé de faille. Il n'a pas trouvé de faille. Il me dit que tu es habillé en smoking dans un camp de nudistes. Et tu connais tout. Tu connais tout de moi, ma vie privée, tout de moi. Et tu es blanc comme neige. Pourquoi tu veux pas que j'ai peur de toi dans ce conditions? Bon, bref. Oui, c'était Et bon, je lui ai dit, mais monsieur le une président. manière de montrer son estime aussi. Oui, je lui ai dit non, mais monsieur le président. J'ai dit que, vous savez, les conditions dans lesquelles j'ai été nommé ambassadeur, si c'est pas vous, je ne vois pas un président nommer quelqu'un qui ne le connaissait pas. Moi, vous ne le connaissez pas, vous savez même pas d'où je venais. On m'a nommé ambassadeur. Quand j'ai été nommé ambassadeur, le président ne savait même pas qui j'étais. Et ni même d'où je venais. Parce que il pensait d'abord d'ailleurs que j'étais Djoula, puisque mon nom Amara. Bon, beaucoup de gens pensaient que j'étais nordiste. Or, j'étais de l'Est, de Bandoukou. C'est après qu'il a su que j'étais pas Hmm. même du Nord. Donc, bon, j'ai dit, vous savez, quand quelqu'un euh, qui est nommé comme ça, c'est vrai, quand j'étais nommé, j'avais beaucoup d'inimitié. C'est normal parce qu'en fin de compte, j'étais deuxième conseiller. Il y avait beaucoup de gens qui étaient premiers conseillers ou bien qui avaient déjà une longévité dans la fonction. Bon, voir que quelqu'un vient comme ça, comme une fusée, les déplacer, mais non, ça crée des jalousies, c'est normal, c'est normal, je comprends. Donc, partant de là, moi, je n'ai personne, aucun parent dans la politique, ni même aucun parent qui occupe un poste dans quoi que ce soit, donc tout seul comme un arbre dans la forêt, donc je ne peux pas me mêler de quoi que ce soit. Dans ce premier gouvernement où vous avez été ministre des Affaires étrangères, c'était le gouvernement de Monsieur Alassane Ouattara qui a été le premier ministre du président Houphouët.
Et il y avait une dame dans ce gouvernement, Madame Henriette Dagry-Baté, qui était ministre de la Culture. Et finalement, vous avez contribué à votre manière à la création de ce lieu de culture qui est à Trècheville, le Palais de la Culture, parce que vous avez usé de votre influence pour que les fonds qui devaient arriver de Chine soient orientés vers la culture plus que vers le sport. Oui, effectivement, parce que bon, tout ça, d'origine, parce qu'on a eu un problème avec la Chine. Vous savez, on était resté avec Formose. Il y avait l'ambassadeur de Formose en Côte d'Ivoire qui s'appelait Monsieur Joyce, très aimable, qui connaissait toutes les familles importantes d'Abidjan. Et à chaque anniversaire d'un enfant, chez un dignitaire, il venait avec des cadeaux. Donc, il était devenu comme vraiment membre de la famille présidentielle. Et c'est à Genève, j'ai dit à Monsieur le Président, j'ai dit, Monsieur le Président, vous savez, j'ai dit, il faut que quand même on revoie nos relations avec la Chine, puisque Formose n'est même plus membre des Nations Unies. Or, tout ce que vous faites en tant que président, c'est au Conseil de sécurité qu'ils vont, pour terminer. Et donc, qui est au Conseil de sécurité, c'est la Chine. Vous êtes dans la cour des grands, vous devez pouvoir parler avec tous les grands. Donc, je pense qu'il faut qu'on revoie tout cela. La première fois, il m'a dit, il n'a rien dit. Et puis bon, il avait dit que, mais oui, mais Formose était un État ami. Je n'ai rien dit parce que j'étais prêt à dire que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Parce que je voulais pas, parce qu'en fin de compte, il est difficile quand au frère dit quelque chose de le contredire. Donc, quand il dit quelque chose, je n'ai rien dit, il n'a rien dit. Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, on aura dit à l'ambassadeur de Chine, parce que l'ambassadeur de Chine à Genève s'appelait Yao. Yao, c'est un nom Oui, c'est un nom aussi. Akan, Ouais. Baoulé. Et il m'a dit, dis-lui que d'ici la fin de l'année, on aura des relations avec la Chine. On a donc établi des relations diplomatiques avec la Chine. Et j'étais même à l'époque, le jour, il était à Paris, j'étais à Belgrade. Il m'a appelé à 5 heures du matin, encore comme toujours, de le retrouver à Paris. Je suis arrivé le matin, il dit, bon, tu pars à Pékin. Tu pars à Pékin pour, avec le ministre Sake pour signer les relations diplomatiques avec la Chine. Voilà comment on a établi les relations. Donc, c'est après ça que la Chine nous a donc fait un cadeau pour construire quelque chose d'important en Côte d'Ivoire. Et donc, on était à table avec toute une bande de personnes, dont le gendre du président, M. Zensou, qui était le président de l'Africa Sport. Et quand j'ai annoncé ça au président, et son gendre a dit, Monsieur le Président, vous savez, le stade Houphouët-Boigny n'est plus digne de votre nom. Les gazons sont tous moisis, et tout est cassé. Donc vraiment, je crois que c'est une aubaine. On va créer un grand stade digne de votre nom. Donc pour nous, vraiment, il faut construire un stade. Et bon, évidemment, il a été supporté par tous les convicts. C'était le gendre du président. Et que, oui, c'est vrai, un grand stade au Houphouët-Boigny, vraiment, il faut. Alors c'est là que j'ai dit, moi je pense que ce qui fait la force de la Chine, c'est sa culture. Et Abidjan était l'épicentre de la culture, tous les modes, la musique, c'était Abidjan. Et j'ai dit que moi je pense à un palais de la culture, je crois que ce serait beaucoup mieux pour nous. Et les Chinois même vont m'apprécier parce que tout ce qui est culture, vraiment ils apprécient ça. Donc bon, on est resté comme ça, aucune décision. Et c'est le matin, à 5 heures du matin, il m'appelle, il me dit, tu as raison, on va construire le palais de la culture. Alors c'est là que j'ai appelé Madame Diabaté. J'ai dit, écoute, commence à réfléchir pour un palais de la culture. On a de l'argent pour construire un palais de la culture. Bon, bien Et sûr, voilà. elle a commencé par tout. En 93, le président est décédé. Le président Bédier lui a succédé. Vous êtes confirmé dans vos fonctions de ministre des Affaires étrangères. Toute cette période, vous avez vu le président Félix Houphouët-Boigny
avec tous les chefs d'État du monde, avec lesquels il a eu les meilleures relations, avec lesquels il a eu le meilleur feeling. Il s'entendait particulièrement bien. Ben, écoutez, Il a connu tous les présidents français depuis De Gaulle jusqu'à Mitterrand. Il a connu évidemment, les leaders africains. Il a travaillé sur tous les conflits qui existaient à ce moment-là, le conflit israélo-palestinien, l'Afrique, avec qui il accrochait vraiment, avec Chirac beaucoup, Chirac. oui. Parce que Chirac, en réalité, était un peu sa création. Pas sa création parce que, comment il a connu Chirac? Le président avait demandé à Tricot, qui était le secrétaire général de la présidence, Mmh. un rendez-vous pour voir De Gaulle. Et Tricot lui a dit il y avait 5 ministres qui voulaient voir De Gaulle et que donc il va en faire part au général De Gaulle et ensuite il reviendra à lui. Et c'est comme ça que, bon, 2 heures après, il appelle, il dit oui, le président reçoit Pleven, il reçoit Couve de Murville et tout ça à l'Élysée, mais vous, il vous reçoit à Colombey des Églises le samedi. Le président est parti donc le samedi. Bon, je passe le détail, c'est très acoustique, mais en fin de compte, c'était à 10 heures, à 10 heures pile, la porte s'ouvre, le général sort avec un jeune homme, grand, et le général dit, ah, ça c'est M. Chirac, c'est le président de la jeunesse de l'IS, il fait un bon travail. Vous le présente. Donc, Donc, il a connu tout le monde. oui, il a connu comme ça, donc, et c'est De Gaulle qui lui a présenté. Donc, c'est comme ça que, bon, ils ont parlé de tout, parce qu'en définitive, à l'époque, c'était l'Afrique, c'était l'évolution de la communauté. Mmh. Bref, donc, quand le président est rentré à Paris, 2 jours après, il a demandé qu'on lui cherche ce jeune homme qui s'appelle Chirac. Et donc, c'est comme ça que, bon, que Guinéret a fouiné partout pour trouver Chirac qui était à un meeting à Lyon. Donc, il est venu, le président de la Russie, donc c'est comme ça qu'il a, bon, bref, les relations sont devenues des relations de père à fils. Et très amicales. Ouais. Et le président l'a beaucoup aidé, puisque, en fin de compte, il lui a dit que non, nous sommes en train de faire le même combat, donc il faut qu'on s'entraide mutuellement. Donc, en fin de compte, et Chirac avait une adoration sans borne pour le président Houphouët-Boigny. La preuve, c'est que quand il avait été nommé Premier ministre, avant de faire son gouvernement, il a pris le Concorde, il est venu voir le président Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Ah bon? Oui, discuter avec lui. Bon, en fin de compte, parce qu'il avait besoin de lui, parce que c'est la première fois qu'il y avait une cohabitation entre Mitterrand et lui. Et comme il sait que Mitterrand a été le condisciple, a été le collègue de Houphouët-Boigny dans le gouvernement Pleven, donc, Et avec Mitterrand, il s'entendait comment? ben, écoutez, je vais vous dire, il y avait une amitié, mais il y avait oui, quand même une rivalité sourde. Une rivalité sourde. Oui, parce que Houphouët était resté très attaché à tous ses amis dans le gouvernement, la 4e et la 5e République. Et notamment, Houphouët avait beaucoup aidé Pleven, qui a été le président du Conseil lorsqu'il est rentré au gouvernement avec Mitterrand. Donc, Houphouët a fait, je crois, près de 4 gouvernements avec Mitterrand comme ministre. Mmh. Donc, Bien. il se connaissait, et puis il avait été ministre de la France d'Outre-mer. Donc, sur le plan africain, il se connaissait aussi. Ouais. Donc, ils ont eu quand même quelquefois quelques mésententes. Alors, on va survoler la fin du parcours. Vous êtes ministre jusqu'en 1999. Mhm. En 2001, vous êtes élu secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est vous qui organisez finalement la transition jusqu'à l'Union africaine Mhm. actuelle. Malheureusement, on n'a pas le temps d'évoquer toute cette partie-là, et notamment comment vous avez convaincu Kadhafi d'accepter l'Union africaine, alors que lui était beaucoup plus jusqu'au-boutiste dans Bien sûr. l'intégration. Il voulait vraiment avoir des institutions communes Bien entre sûr. les États africains, mais ça n'était pas les options des autres. Finalement, dans ce parcours, vous êtes en train d'écrire vos mémoires, et nous n'avons fait que les effleurer, et j'ai eu le privilège d'y jeter un œil. Vous écrivez avec quelle intention? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Ben, écoutez, il y a des passages qui ne sont pas publiables maintenant.
Mais il y a des passages aussi pour la diplomatie ivoirienne, parce que on a un problème de mémoire aussi. Donc, vous savez, Houphouët avait une qualité, il m'a toujours dit une chose que j'ai admirée, c'est qu'il me dit que l'amitié se nourrit de vérité. Donc, mais un chef d'État, en fait, c'est lui qui est le premier ministre des Affaires étrangères. C'est vrai. Ouais, le chef de la diplomatie, c'est le président de la République. Bien sûr. Donc, je voulais quand même que, Cette mémoire reste oui, que ça reste et pour surtout, le futur des relations diplomatiques oui, de la Côte d'Ivoire. et surtout que, vous savez, la fonction de l'extérieur, elle est agréable. On voit les banquets, les cocktails et tout ça. Mais c'est un métier qui est difficile. Bien sûr. C'est difficile parce que c'est une rose avec des épines. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, monsieur ici? Mais écoutez, je suis fier de ce que j'ai fait pour l'Union africaine parce que je me dis que si je n'étais pas secrétaire général de l'Union africaine, on n'aurait pas l'Union africaine. Ce sont des choses parce que en réalité, quand je vais à ces réunions où on voit le FAST et tout ça, mais c'est que en réalité, quand on parle du panafricanisme, combien de gens sont vraiment panafricanistes? Il faut créer la CEDEAO de toutes pièces. Personne n'en voulait de la CEDEAO. Il a financé lui-même. Parce que, à l'époque même, un chef d'État lui avait dit, mais pourquoi vous voulez qu'on avait la CEDEAO qui était francophone? Nous sommes bien entre nous. Vous voulez créer une organisation avec les anglophones? Il dit, mais ces anglophones, on n'a pas les mêmes idées. Il dit, ils ont même des juges qui, jusqu'à présent, ont ils ont des perruques comme au Moyen-Âge. Il faut dire non, mais nous avons les mêmes problèmes, les mêmes ethnies. Il faut qu'on crée. Et quand il faut avoir créé la CEDEAO, personne n'a contribué au départ. Si on dit qu'on retient de monsieur ici que c'est un grand serviteur de l'État, ça vous va? Ah oui, parce que moi, je ne suis pas un politicien, contrairement à tout ce qu'on dit. Bon, vous avez parlé de ma candidature, je peux vous l'évoquer. Hein, moi, j'étais candidat, non pas parce que vraiment, c'était le... En Ouais. 2015, Mm. vous avez été candidat à l'élection présidentielle, éphémère, Oui. mais donc Non, vraiment, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir qui m'intéressait. C'est parce que j'ai quand même été j'ai connu tous les conflits en Afrique, aux États-Unis et aux choses. Aux Nations Unies, j'ai été en Birmanie, j'ai été voir qu'on appelle les Tamouls, j'ai été à Sarajevo, bon, bref, et j'ai connu tous les conflits. Vous savez, quand je vois qu'un accord n'est pas fait sur des bases saines, je pressens comment ça va se terminer. C'était ça mon souci. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous savez, l'accord qui a été fait en 2015 entre nos partis, c'était un peu le remake du livre de Bertrand sur, dont le titre c'est Un seul lit pour deux rêves. Ça dit que bon, c'était sur le temps, à l'époque, ça a été fait à l'époque de la guerre froide où il disait que les États-Unis et l'Union soviétique dorment dans le même lit, mais chacun fait un rêve différent. Donc, quand les bases sont floues, on va à une catastrophe. Et je savais que ça allait se passer. Ce qui est passé en Côte d'Ivoire, ça allait se passer. C'est pour ça que j'ai été candidat, c'est tout. vous pressentiez qu'il n'y aurait pas une bonne entente. Non, parce qu'en fin de compte, je connaissais les hommes, le soubassement de tout ça, que, en fin de compte, chacun avait un rêve, c'est pas le même rêve. Si le rêve était le même rêve, Mais on cette n'aurait pas... candidature, c'était un message adressé à Alassane Ouattara, c'était un message adressé à Henri Konan Bédier ou c'était un message adressé aux Ivoiriens finalement? Oh non, c'était aux deux. Parce qu'en réalité, vous savez, le problème que je déplore, parce qu'en fin de compte, vous savez, ce n'est pas une critique, mais en fin de compte, la préparation d'un accord de cette nature, Oufou était un partisan du centralisme démocratique. Donc, on aurait dû partir sur des bases saines. Ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est qu'on est plus sincère. Parce que quand vous êtes avec les gens, tout le monde crie, 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 et le lendemain, ils font le contraire. C'est ce qui m'a un peu Vous voulez choqué. dire que vous n'aviez pas été consulter les bases du parti, quoi. Non, parce que, en fin de compte, non, ça dit que quand vous voulez faire un accord aussi solide, qui engage l'avenir, il faut, dès le départ, que la base soit très claire, que chacun soit informé de ce qui va se faire. Mais quand ça arrive, ce qu'on appelle un misunderstanding,
on aboutit toujours à ce qui arrive toujours. Donc, en fin de compte, c'est le seul commentaire. Non, vraiment, sinon j'ai du respect pour tous les responsables, parce que quand tu as été président, moi je te respecte. Vous savez, mon père voulait que je sois imam. Et j'ai fait le Coran, et le pouvoir, il y a une sourate qui dit que, oh Dieu souverain du royaume, tu donnes la royauté à qui tu veux, tu arraches à qui tu veux, tu honores qui tu veux, le pouvoir est ta main, tu fais pénétrer la nuit dans le jour, tu fais pénétrer la nuit, tu donnes le nécessaire à qui tu veux. Quand tu es président, moi je te respecte parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois président. Donc vraiment, je n'ai aucun problème. Quel avec un message vous président. voudriez faire passer au personnel politique d'aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Non, moi je ne suis pas un politicien, vraiment, parce qu'en fin de compte, vous avez parlé de convergence parallèle. Vous savez, bon, la politique c'est ça. Rien n'est sincère. Du moins, il y a un peu de sincérité, mais la Vous voulez diplomatie, dire il y a du calcul. il y a des calculs. C'est normal. La diplomatie, ce que je retiens, c'est que Il y a du calcul aussi dans la diplomatie, non? oui, il y a des calculs. Mais non, en fin de compte, moi, j'ai fait la bilatérale. Bon, quand vous êtes dans la bilatérale, vous êtes ambassadeur dans un pays. Bon, vous dites ce que votre gouvernement veut. Bon, c'est facile. Mais quand vous êtes 60, 150 dans une salle, pour avoir la crédibilité, il faut que tu sois crédible. Il faut que tu Et à sois la sincère. jeunesse ivoirienne, qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces jeunes? De travailler, de travailler. Parce que, en définitive, aujourd'hui, bon, la politique, c'est vraiment, c'est un raccourci. Ça tombe bien, j'ai noté une phrase que vous avez écrite. Durant toute ma carrière, je n'ai compté que sur le travail pour survivre dans un milieu très complexe. Donc c'est le travail, le travail. Écoutez, je l'ai dit, moi, je vendais le pain de ma mère au marché jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, rien ne me prédisposait à à voir ce que j'ai eu dans la vie. C'est vrai, je dirais, c'est le destin. Mais c'est pas uniquement le destin, c'est le travail. Parce que, aujourd'hui, bon, moi, je suis moins connu en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Il n'y a pas un seul pays, monde où je n'ai pas un ami. Que ce soit en Inde, que ce soit partout à Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Bon, on était d'abord conseillers ensemble, ambassadeurs ensemble, à la classe. Bon, bref, dans tous les pays aujourd'hui, même Bouteflika. Bouteflika a été ministre des Affaires étrangères, je l'ai connu. Il connaît ma valeur parce qu'en fin de compte, on a eu quand même à prendre des positions sur des points essentiels. Donc, en fin de compte, disons que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les relations humaines transcendent les clivages politiques. Parce que j'étais du monde occidental, je défendais donc des positions occidentales, mais j'avais les meilleures relations avec les ambassadeurs des pays de l'Union soviétique à l'époque, les Polonais, les Ukrainiens, et en fin de compte... Et les relations personnelles et les relations humaines sont importantes dans la diplomatie? Très important. Donc les relations personnelles transcendent les divergences politiques. C'est peut-être un message pour les jeunes générations de diplomates. Oui, ça dit conseil d'anciens. Oui, ça dit que, mais il faut que on leur donne aussi une marge d'appréciation. Parce qu'il ne faut pas aussi que on reste figé pensant que bon que tel pays est contre moi, donc je ne fréquente pas cet ambassadeur. Ce sera le mot de la fin. Nous sommes ici dans votre jardin. Il a plusieurs particularités, ce jardin. C'est que chaque arbre qui y est planté a une histoire et vient d'un pays africain. D'ailleurs, là, nous sommes sous un arbre à pain de Madagascar que vous avez planté tout petit et qui est maintenant un arbre majestueux. Oui. Qu'est-ce que vous avez un peu dans ce jardin? Bon, j'ai le Maghreb, j'ai la Libye, l'Algérie, le Soudan, la Tunisie. Bon, j'ai le Zimbabwe qui est là. J'ai les Seychelles, le Lesotho, le Malawi, le Mali, plutôt Tombouctou. L'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud, j'ai pris ça dans la cour de Mandela au Cap. Donc, et comme ma femme, mon épouse a la main verte, elle aime bien tout ce qui est jardinage, arbres, et donc chaque fois, quand j'arrive quelque part, elle cherche des boutures. Et quand on vient, elle plante. Et ça prend. Ça prend. Ce jardin est un résumé. Oui, c'est votre carrière d'une certaine manière. Disons que du point touristique, ce sont des voyages à travers les différents pays. Et chaque arbre rappelle quelque chose. Même la cour me rappelle un dîner que j'avais fait avec JP, ici.
Il était ministre des Affaires étrangères, je l'avais reçu, Alain Juppé, oui. Alain Juppé. Bon, c'était en hiver en France. Il sort de l'hiver, il arrive ici, il faisait chaud. On fait un dîner en plein air avec des arbres. Bon, il était tellement heureux que bon, euh, chaque fois je le vois, il me dit, ah, et le château? Je dis non, le château, c'est le château de Bordeaux. C'est pas le château, on n'a pas de château. Alors, il y a une autre particularité dans ce jardin, vous avez des pans. Mais Oui, ces pans aussi ont une histoire. oui, les pans, une histoire. Les pans, ce sont les arrière-petits-fils des pans du président Fauboygues. Alors ça, Oui, c'est ça la réalité parce que les pans étaient chez le président Fauboygues. Euh, et après sa mort, une semaine après, son garçon qui s'appelle Loa m'appelle et me dit, ah, j'ai un souci. Euh, il dit, les oiseaux de ton papa sont en train de mourir ici. On n'a pas d'argent pour les nourrir. J'ai dit que c'est pas possible. J'ai dit, bon, j'arrive, je prends ma voiture, camionnette, j'arrive là-bas. Effectivement, tous les pans étaient couchés, agonisants. Ils n'avaient pas mangé, pas d'eau, parce que la résidence avait été désertée dès sa mort. Mais ça m'a fait de la peine parce que, bon, que vous faites avec tout ce qu'il avait comme largesse et que il meurt et il n'y a personne pour donner ne serait-ce que 1 000 francs pour acheter des grains pour ses pans. Ça faisait partie de sa vie parce que en réalité, quand tu avais un rendez-vous avec Oufouet, c'était sur la terrasse. Quelquefois, les affaires sérieuses, c'est sur la terrasse, pas au salon. Et la terrasse, c'était dans le jardin. Donc, c'était les pans. Et ça avait un aspect particulier parce que, je sais pas si vous connaissez le cri des pans. C'est lugubre. Alors, quand vous avez des problèmes et que vous entendez ces pans crier, c'est un peu stressant. Donc, ça fait partie un peu de l'environnement d'Oufouet, quoi. C'est des pans qui crient. Bon. Donc, il avait ses pans, il adorait ça. Donc, bon. Et comme aussi, bon, en fin de compte, dans le Coran, on les appelle les oiseaux du paradis. Donc, c'est vrai que dans toutes les cours présidentielles, tu as des pans. Que tu ailles chez Bongo, tu ailles chez Sassou Nguesso, partout, vous avez des pans. Même dans les cours royales, que ce soit chez le roi Fahd, à Jeddah, comme partout, dans toutes les cours royales, à Abu Dhabi. donc, donc vous voulez dire que ça rehausse encore votre maison. Non, disons que ça me rappelle Oufouet. Parce que, Vous avez recueilli les pans de Oufouet oui, les et pans, ce sont leurs descendants qui sont aujourd'hui dans voilà, votre jardin. c'est ça, oui. C'est ça la réalité. Et il y en a aussi au village, puisque chaque année, ils font des enfants. Et donc, j'en donne à des amis. J'en ai aussi au village, chez moi là-bas. Mais aussi bizarre que quand je les vois, ça me rappelle Houphouët-Boigny. Tous les jours que... Donc, ça dit qu'en réalité, je pense à Houphouët-Boigny tous les jours parce que chaque fois que je vois le pan, C'est ça. ça me rappelle ça, quoi. Eh bien, c'est le mot de la fin. Ouais. Merci infiniment, Mhm. Monsieur le ministre, Merci. Monsieur ici, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir livré une petite partie de vos souvenirs. Je pense que ceux qui nous écoutent, et je suis sûr qu'ils seront nombreux, apprécieront. Pour certains, découvriront la richesse de ce parcours et puis peut-être des pans de l'histoire de leur pays. Merci, à la prochaine fois.